Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Régis Debray, citant Paul Valéry, écrit « Le premier mouvement des uns est de consulter les livres, le premier mouvement des autres est de regarder les choses. » Il commente, Valéry lui faisait les deux. Nous suivrons donc la recommandation de Debray en faisant des allers-retours entre l'économie, la finance, la philosophie, les sciences sociales et le business de la distribution des OPCVM pour mieux comprendre les conditions nécessaires juridiques, financières et marketing qui pourraient faire de l'investissement socialement responsable un outil de réforme, parmi d'autres, de la société. Ces allers-retours sont guidés par un soupçon. La finance n'est-elle pas l'émanation d'une manière de penser qui est un déni du monde de la vie ? La question serait alors fondamentalement philosophique. Mais la philosophie n'est pas d'une grande aide en finance. Il faut explorer des arguments plus efficaces dans la pensée économique, financière et en sciences sociales. Lorsque la crise des subprimes est survenue en 2007, nous avons pu être tétanisés par l'incompréhension financière et l'ampleur du risque encouru par les épargnants qui croyaient avoir placé leur argent en sécurité pour protéger leur famille, et voyaient leur épargne disparaître dans le millefeuille de la titrisation du risque d'insolvabilité des débiteurs. Goldman Sachs a gagné beaucoup d'argent dans cette affaire avec le fonds Abacus et la spéculation à la baisse sur l'immobilier. Nous étions au comble de l'exercice de la technique financière, au détriment des intérêts collectifs des épargnants et des citoyens. Cette crise a fait écho à la crise de 1929. Celle-ci n'atteindra la France que quelques années plus tard. Elle se manifesta par une onde de choc moral et politique, qui donna l'impulsion au jeune Emmanuel Mounier pour lancer à 27 ans la revue Esprit. La question qui mobilisa Mounier pour le reste de sa courte existence fut liée au fondement de la crise morale, philosophique et politique qui entraîna le reniement des valeurs républicaines et démocratiques par le régime de Pétain. Cette époque était dominée par les mythologies du fascisme, d'un catholicisme très conservateur et de l'aura encore non entamée de l'expérience soviétique. Le fascisme est encore, espérons-le pour longtemps, au ban de la société. L'influence du catholicisme sur la morale individuelle a considérablement reflué. Le communisme s'est effondré. La structure du monde est aujourd'hui celle de la finance. À la fin de 2017, BlackRock annonçait avoir dépassé les 6 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, tandis que le PIB du Nigeria, 212 millions d'habitants, est d'environ 481 milliards de dollars. C'est le plus gros PIB des pays africains. Même si cette comparaison est sujette à critique, nous pouvons mesurer l'influence de BlackRock sur la marche du monde. Cette influence est toute en silence, car l'immense majorité de nos concitoyens, avant le projet de loi de réforme des retraites, n'a jamais entendu prononcer le nom de cette société d'asset management. Il n'était donc pas nécessaire de se lancer dans une aventure intellectuelle, comme le fut Esprit en 1932, sans prise en compte des forces financières à l'œuvre dans le monde. Depuis 2007, la question de l'investissement socialement responsable est devenue de plus en plus prégnante au fil de l'accentuation de la crise écologique et des évidentes contradictions portées par l'accumulation des capitaux par quelques-uns et la pauvreté due à la faiblesse des salaires pour la majorité, notamment en Asie. Mais l'investissement socialement responsable recèle un double défi. Sa capacité à être expliquée au grand public pour qu'il s'en saisisse, ce qui est loin d'être acquis. Sa capacité à être distribué aux épargnants dans un environnement où il est mis en concurrence avec des offres d'épargne plus aisées à comprendre pour les épargnants et plus lucratives pour leurs concepteurs et leurs distributeurs. La déshumanisation de la finance et sa complexité ont conduit nombre de personnes et de mouvements sociaux à l'indignation. C'était un temps nécessaire. Mais l'indignation peut rendre un mauvais service car elle donne bonne conscience à ceux qui s'indignent et remplace l'analyse par la morale, ce qui n'est jamais favorable à la compréhension éclairée. Il fallait donc interroger le double défi posé à l'ISR à nouveau frais, et notamment dépasser les débats importants mais très spécialisés qui ont des difficultés à faire surgir un concept qui puisse être porté de façon compréhensible mais non réductrice auprès des citoyens et des épargnants. Il restait donc à creuser la question en mobilisant des ressources intellectuelles plus larges que les techniques complexes de gestion d'actifs. Le risque d'une démarche transdisciplinaire, voire de crossover,
est le dérapage spéculatif ou l'enlisement dans des affirmations morales. L'objectif de ce travail est de tenter de développer une perspective d'intention scientifique d'intégration des apports des sciences sociales dans la gestion d'actifs ISR. Ce développement se fonde sur deux arguments, l'un que l'on pourra considérer orthodoxe et l'autre hétérodoxe. L'argument orthodoxe. L'anticipation de la valeur est fondamentale pour l'épargnant. Alors, peut-on enrichir les approches actuelles pour limiter les aléas de l'analyse des gérants ? L'argument hétérodoxe. Il existe un intérêt élargi pour l'épargnant qui est le respect de l'environnement, celui des hommes au travail et de l'investissement en recherche-développement pour obtenir une création de richesse au service de tous. Cet argument pose la question de l'assouplissement de l'article L214A3 du Code monétaire et financier et de la reconnaissance des véhicules d'épargne collective comme de nouveaux corps intermédiaires dans la société. Un plaidoyer philosophique et juridique accompagne cette argumentation. Le plaidoyer philosophique emprunte à Husserl et Ricoeur, mais aussi à Dewey et nous ouvre la possibilité de voir le monde autrement qu'à travers la pensée abstraite et mathématisant. Il s'agit, pour paraphraser Michel Henry, de regagner le monde de la vie. Le plaidoyer juridique fait suite à la parution dans Esprit de janvier 2019, d'une étude sur Claude Lefort et l'extension des droits de l'homme. En psychanalyse, on considère que la dépression surgit lorsque le désir ne rencontre pas son objet. Il est peut-être possible d'étendre cette observation à la société. Un désir de réforme écologique, sociale et d'innovation sans objet pour les porter démocratiquement est source d'angoisse sociétale. Les mouvements populistes de droite et de gauche sont les marqueurs d'une dépression démocratique et d'une utopie qui fait défaut. L'ISR peut déboucher sur une utopie d'un épargnant citoyen réformateur social et écologique. Mais l'épisode de démocratie ensauvagée des Gilets jaunes nous enseigne qu'il ne faut pas confondre les horizons. Il existe un horizon onirique, celui des utopies, qui est mobilisateur des énergies, et un horizon de la réalité avec laquelle il faut composer par des compromis et des ajustements. C'est le lieu de la médiation par le débat et les procédures démocratiques, qui évite de sombrer dans la confusion du désir et de la réalité, source de fanatisme et de violence. À cet égard, le vote un homme, une voix, représente un progrès démocratique d'inclusion et d'individuation que la traditionnelle démocratie actionnariale, une action, une voix ne peut accomplir. Cette question est au cœur de l'allocation stratégique des OPCVM pour déterminer les investissements alloués aux trois enjeux majeurs qui traversent notre société. La question écologique, la question sociale et la croissance innovante. Première partie. Les trois prérequis d'une insertion de l'ISR dans la société contemporaine. Notre environnement est en danger. Il est incertain que l'objectif de contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés soit atteint d'ici la fin du siècle. La biodiversité est atteinte par un effondrement du nombre des espèces animales et végétales. Il faudra nourrir 9 milliards d'êtres humains d'ici quelques dizaines d'années, en soutenant la productivité agricole dans un contexte de diminution des terres arables. Les questions sociales restent majeures. Le chômage est un problème persistant dans l'Europe méditerranéenne. La désindustrialisation relègue dans la pauvreté des régions entières. Les centres de décision économique qui régissent la vie des territoires sont situés à New York, Hong Kong, Pékin. Une usine ferme à Bordeaux suite à une décision prise à Détroit. Le lien apparaît impossible entre les fluctuations du CAC 40 et le travail quotidien. Pourtant, pour les insiders, c'est toujours business as usual. Le cap reste fixé sur les primes d'objectifs, le résultat d'exploitation, l'amélioration marketing, la croissance externe. La représentation mentale du monde des insiders et la réalité du monde vécu par l'homme de la rue semblent diverger. On peut bien noter des engagements personnels louables ou des initiatives de soutien au développement par telle ou telle entreprise, mais ce n'est pas ce qui fait la structure du monde économique qui commande notre réalité quotidienne. Plutôt que de courir directement aux solutions techniques, il nous semble indispensable de fonder notre exploration du rôle que peut jouer l'insertion de l'ISR au cœur de la société contemporaine sur 3 prérequis. Le pragmatisme d'une action mainstream, plutôt que sur l'affirmation de l'existence d'improbables alternatives au capitalisme.
L'analyse sérieuse des interactions économiques, financières, marketing et sociétales plutôt que sur des propositions globales incertaines. Un fondement anthropologique cohérent avec notre culture, plutôt que sur une spéculation philosophique éloignée de la pratique. En définitive, nous allons tenter de répondre à une question toute simple. Qu'est-ce qui est en train de se jouer avec la finance, anthropologiquement, sociologiquement et politiquement qui s'opposerait à la construction d'un développement durable, à défaut d'un développement intégral? Une action pragmatique et mainstream. Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix et inventeur du microcrédit, constate. Nous ne pouvons pas regarder une génération tomber dans les failles de la théorie économique, parce que nous n'osons pas remettre en question la sagesse de nos théoriciens. Nous devons revoir notre copie en reconnaissant le potentiel illimité d'un être humain, au lieu de compter sur la main invisible du marché. Pour le dire de façon triviale, Muhammad Yunus lève une pierre sous laquelle se cache un serpent bien connu. Les émissions carbone, les questions sociales de l'homme au travail, la croissance économique, ces trois questions que les anglo-saxons appellent la triple bottom line, doivent-elles être traitées à partir de la croyance dans les effets de la main invisible d'Adam Smith ou de modèles théoriques, ou bien encore à partir de l'expérimentation? La réponse à cette question n'est certainement pas univoque, sur le plan de la science économique. Yunus constate que le monde politique et le monde académique n'ont pas réussi à indiquer aux générations actuelles un bon itinéraire. Son interpellation est sensible. Le cadre actuel du capitalisme est inadapté. Des changements majeurs sont nécessaires pour permettre aux individus de s'exprimer de manière multidimensionnelle et résoudre les problèmes laissés sans solution, ou même aggravés dans le cadre conceptuel actuel. Nous pourrions objecter, n'en a-t-il pas toujours été de même? La question sociale a dominé le XIXe siècle et la première partie du XXe, la question de la croissance et du chômage la seconde moitié du XXe, et aujourd'hui nous sommes aux prises avec la grave question environnementale. Mais Yunus pointe ici ce que nous pourrions nommer une faille anthropologique de la vulgate économique. La théorie actuelle du capitalisme affirme que le marché est réservé à ceux qui s'intéressent uniquement au profit. C'est une interprétation monomaniaque des humains. Le propos peut paraître facile et un tantinet démagogique. Le profit est une extraction de valeur ajoutée au bénéfice de l'actionnaire. Il est constitutif d'un cadre juridique qui est celui d'une entreprise capitaliste. Dans un cadre coopératif, cette extraction de valeur ajoutée retourne aux coopérateurs. Néanmoins, la conviction de Yunus, qui mérite d'être sérieusement nuancée, que l'interprétation anthropologique d'une universalité de la recherche du profit est une compréhension monomaniaque et donc réductrice de l'homme doit composer avec l'existence du désir de chaque entrepreneur d'améliorer son sort et de continuer à entreprendre en investissant les profits dégagés. Il y a donc bien une obsession monomaniaque ou pulsionnelle du profit chez l'entrepreneur, mais elle est à différencier du lucre car elle est à la source de l'autonomie de l'entrepreneur. Comme le note Esther Duflo, il est facile de confondre esprit d'entreprise et petite entreprise. Même si la petite entreprise est plus souvent subie que voulue, la recherche du profit est indispensable à la continuation du projet de cette petite entreprise. Pourtant, à ce point précis, la question du profit de l'entreprise capitaliste se heurte à un dilemme fondamental. Cette libération d'énergie et de créativité dans l'entreprise capitaliste doit-elle satisfaire essentiellement à des objectifs privés d'enrichissement en optimisant la fiscalité, ou bien doit-elle servir par surcroît à des objectifs de développement durable englobant tant la performance économique que la préservation de l'environnement et les conditions de travail et de rémunération? L'urgence de la question environnementale apporte une réponse sans équivoque à cette question. C'est la question de la RSE, responsabilité sociale et environnementale, qui concerne les entreprises de toute taille. Cette urgence permet de sortir d'une confusion vivace relevée par Cécile Renoir, il y a une dizaine d'années. À l'expérience, il est bien clair que certains présidents de grandes entreprises aujourd'hui n'ont pas fait leur aggiornamento intellectuel. Cette confusion s'exprime comme suit. Pour les uns, l'entreprise n'est pas en premier chef concernée par le développement durable, car ce n'est pas son objet juridique, et pour les autres la participation de l'entreprise au développement durable est nécessaire, même si ce n'est pas son objet juridique.
Ces derniers sont considérés par les premiers comme des rêveurs, voire des gauchistes, et par les fondamentalistes de l'écologie comme des manipulateurs. L'urgence de la crise écologique nous convie au principe de réalité. Que l'on soit en accord avec les buts de l'entreprise capitaliste ou bien que l'on adhère aux possibilités alternatives possibles ou idéales, l'entreprise capitaliste modèle notre monde et la seule question qui importe est: comment déterminer l'approche et le mode d'action le plus efficace possible pour parvenir au but fixé, consommer les fruits sans nuire aux arbres ni aux hommes? Les modes d'action pragmatiques et précis pour répondre à cette question sont clairs: la réglementation, l'action syndicale, l'action consumériste, la pression actionnariale. Nous pouvons noter qu'il s'agit toujours d'établissement de rapports de force, soit par la réglementation fondée par le politique, soit par l'action collective des consommateurs ou des syndicats, ou bien par le rapport de force financier qui peut approuver ou rejeter des propositions émises par une direction d'entreprise en assemblée générale des actionnaires. Nous nous intéresserons plus précisément aux conditions juridiques et financières qui permettent aux citoyens de faire une jonction efficace entre leur épargne, l'argent qu'ils n'ont pas consommé, et l'investissement de cette épargne dans les circuits financiers par les véhicules d'investissement socialement responsables. Younous nous rappelle qu'une vieille route mènera toujours à une ancienne destination. Il faut certainement ouvrir une nouvelle voie pragmatique pour rallier efficacement les citoyens, avec un financement socialement responsable des activités humaines, c'est-à-dire de la vie économique. La pression actionnariale est un levier puissant, bien connu et utilisé depuis les années 1920 aux États-Unis, dans le cadre de l'investissement socialement responsable. À l'époque, les premiers fonds éthiques ont été lancés à l'initiative des églises baptistes et méthodistes qui avaient le souci de mettre en cohérence leurs principes et valeurs et leurs stratégies d'investissement en refusant d'investir dans les valeurs du péché, alcool, armes et jeux. Il ne s'agit donc pas d'un mode d'action alternatif mais bien d'un mode d'action mainstream qui rend indispensable une certaine compétence financière pour être efficace. Cette nécessité de compétences financières complique fortement l'appréhension de ce mode d'action par le grand public. En témoigne aujourd'hui la modeste diffusion dans le grand public de l'ISR. Nous voyons donc se dessiner sous nos yeux un large paysage de controverses qui couvre à la fois la science économique, les questions de l'investissement socialement responsable à travers la gestion collective de l'épargne, les questions juridiques sur l'objet de l'entreprise et la place des actionnaires. Ces questions sont traversées de conflits, en économie, en matière d'investissement socialement responsable et en matière de droit. Le propos n'est pas de trancher théoriquement ces controverses, mais de trouver un chemin vers une action collective, efficace et à la portée de la plupart d'entre nous dans un contexte de grande complexité technique et réglementaire. L'analyse du réel et la condition de l'efficacité. La question de l'ISR peut être abordée sous un angle non économique en convoquant une réflexion sur la spiritualité, les valeurs, le bien commun ou encore un récit mobilisateur. Ces approches ne sont pas à écarter, néanmoins elles rencontrent des limites évidentes quant à la mesure de leur impact sur la vie financière. Cécile Renoir nous rappelle que nous vivons dans des sociétés qui ont des conceptions rivales du bien et qui sont source de fractures, mariage de personnes de même sexe, fin de vie, islam. Dès lors, plutôt que de faire appel à des références religieuses clivantes, on pourrait penser qu'il est préférable de se mettre d'accord sur des principes ou des normes relatifs aux responsabilités communes. Elle souligne que la difficulté d'une telle approche réside dans le fait que l'énoncé de valeurs abstraites n'est pas un projet mobilisateur. Elle attire notre attention sur le fait que le projet politique de la transition écologique apparaît fortement compromis s'il ne mobilise pas des ressources spirituelles. A contrario, la sociologue Nathalie Heinisch nous dit que toute crise se traduit par une montée en généralité, comme l'est l'invocation des valeurs. Les valeurs sont toujours une visée et sont une représentation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.